Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Écoutez bien, le record du monde Guinness pour l'intrusion humaine la plus profonde dans la croûte terrestre est attribué au trou de forage Kola Super Deep. Sa profondeur est de 12 km. Il se situe dans une région gelée de la Russie où la température hivernale moyenne est de moins 40 degrés Celsius. Voilà qui fait vraiment froid dans le dos. Les scientifiques locaux ont commencé à le creuser dans les années 70. L'ambitieux projet était d'atteindre la profondeur de 15 km. Il s'agissait d'une démarche purement scientifique au départ pour étudier la croûte terrestre et peut-être atteindre le manteau chaud. Quand il fait si froid dehors, ce n'est pas si absurde, hein ? Jusqu'à une profondeur de 7 km, la foreuse s'est facilement adaptée à la roche granitique. Puis des couches plus denses sont venues briser la machine. Les scientifiques ont dû modifier le motif de forage. À la fin, il ressemblait à un arbre avec de nombreuses branches. Plus la foreuse s'enfonçait, plus elle devenait chaude. La température est montée jusqu'à 180 degrés Celsius. L'équipement était constamment hors service et le travail a été complètement arrêté en 1992. Si tu vois cet endroit légendaire de tes propres yeux, tu ne te rendras pas compte qu'il y a un abîme juste sous tes pieds. L'ouverture du trou dans le sol est assez petite et peu impressionnante. L'endroit est aujourd'hui abandonné, envahi par la mousse et la rouille. Mais le lieu est entouré de son lot de légendes. Selon l'un d'elles, les gens entendent des sons étranges comme des gémissements et des cris venant des profondeurs. En réalité, bien sûr, rien de tout cela n'est vrai. À l'époque, de nombreux pays étaient engagés dans l'étude de la croûte terrestre, à commencer par l'Allemagne. Les Allemands ont pris bonne note de l'expérience du forage de Kola et ont fabriqué une foreuse super technologique qui pouvait résister à des températures extrêmes. Un lieu a été choisi en Bavière à la jonction de deux plaques tectoniques. Dans un passé lointain, elles constituaient les rives d'un ancien océan. Au début des années 90, un groupe de chercheurs a donc commencé à y forer un puits. Mais déjà à une profondeur de 6,8 km, la Terre a riposté. Elle a fait dévier la foreuse de son axe vertical. Et puis la température a fait un bond surprise à 270 degrés Celsius. Tous ces problèmes ont forcé les scientifiques à s'arrêter à une profondeur de 9,1 km. En 1977, une entreprise autrichienne a commencé à forer un puits sur un site aux ressources abondantes. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Ils ont trouvé de grandes réserves de gaz, mais un problème inattendu est survenu. Lorsque la foreuse est entrée dans la poche de gaz, le puits s'est effondré. Ils ont essayé à nouveau et fait un nouveau trou de forage encore plus grand, qui allait jusqu'à 8,5 km de profondeur, mais ironiquement, ils n'ont toujours pas pu forer dans la poche de gaz. En Suède, les attentes en matière de forage n'ont pas non plus été satisfaites. Sur le site d'un énorme cratère de 50 km de diamètre, les experts ont commencé à chercher du gaz et du pétrole. C'est le plus grand cratère d'Europe qui est sans doute apparu à cause d'une météorite. Le trou a été creusé très profond, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. À 6,4 km de profondeur, le forage s'est arrêté. Un des puits de pétrole les plus profonds du monde est celui de Bertha Rogers en Oklahoma. Sa profondeur est de presque 9,5 km. En 1974, l'entreprise Lone Star a obtenu cet impressionnant résultat en un peu plus de 500 jours. Pendant 5 ans, c'est demeuré le forage le plus profond du monde, jusqu'à ce que le Kola Super Deep soit réalisé. Bertha Rogers aurait probablement pu aller encore plus profond. Mais le forage a soudainement heurté un gisement de soufre fondu. Il s'est solidifié autour de la tige de forage, brisant l'appareil. Si on ne peut pas atteindre le manteau de la Terre depuis le sol, eh bien, faisons-le depuis l'eau. C'est ce que visait le projet Mohole. Il tient son nom du moho, le seuil entre la croûte et le manteau, et du mohole qui signifie trou. Quoi qu'il en soit, le projet a été lancé dans les années 60 et supervisé par la Fondation nationale des sciences des États-Unis. La croûte au fond de l'océan est plus mince que sur Terre et le manteau est plus proche. Les scientifiques avaient espéré qu'un trou de forage sous-marin de 4,8 km de profondeur les y amènerait. Ils ont choisi un point dans l'océan Pacifique où le fond était à une profondeur d'environ 3,5 km. 2 phases étaient prévues pour le projet et la première a été un succès. Au total, 5 trous ont été forés, chacun ne dépassant pas 183 mètres de profondeur. Malheureusement, la deuxième phase n'a jamais eu lieu. Trop de problèmes ont été rencontrés. Donc apparemment, il n'y a pas eu de moho, enfin de trou. Aujourd'hui, les puits sous-marins sont monnaie courante. Leur principale fonction est l'extraction de pétrole et de gaz. La plateforme de forage américaine, EVA 4000, est située dans le golfe du Mexique. Cette immense structure s'élève au-dessus de l'eau à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. La plateforme se déplace à la recherche de pétrole à des profondeurs de plus de 1800 mètres. Et lorsqu'elle trouve un filon, elle est capable de forer jusqu'à 9,5 km dans le fond marin. Passons maintenant à l'Afrique. Là, à l'extrême sud du continent, se trouve une énorme carrière, la Kimberley Diamond Mine.
Il est facile de forer dans le sol quand on dispose du meilleur équipement, mais ce trou a été littéralement creusé à la main. Environ 50 000 ouvriers l'ont creusé sans relâche à la fin du 19e et au début du 20e siècle à l'aide de pelles ordinaires. Et non, ils ne cherchaient pas à se rendre de l'autre côté de la Terre, ils étaient attirés par l'éclat enchanteur des diamants. L'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde, Tiffany, de 128,5 carats, a été trouvée dans la mine de Kimberley. La profondeur du trou a atteint 240 mètres. Imagine la difficulté que cela devait être de rentrer du travail. Cela équivalait à grimper 66 étages à pied. Lorsque les travaux se sont arrêtés, le fond de la fosse a été partiellement rempli de terre puis inondé d'eau. Aujourd'hui, c'est une attraction populaire auprès des touristes, et chacun d'eux espère sans doute secrètement y trouver un diamant. Avec le boom industriel, le pétrole est devenu encore plus populaire que les diamants. Et les puits de pétrole du monde entier sont de plus en plus profonds. Par exemple, en 2008, le Qatar a foré le plus long puits de pétrole à l'époque, Al-Shaheen. Il faisait 12,2 km de long. Et cela ne leur a pris qu'un peu plus d'un mois. La partie verticale du puits atteint 10,8 km. S'il s'étendait vers le haut plutôt que vers le bas, le trou atteindrait l'altitude de croisière des avions de ligne. Le record a été battu en 2012 par le puits de pétrole Z44 Shaivo. Quand ils ont mesuré sa longueur, le nouveau trou a battu celui du Qatar de seulement 91 mètres. Pour en avoir une image plus claire, chacun de ces deux puits de pétrole pourrait contenir près de 15 Burj Khalifa ou 40 tours Eiffel. Waouh! Dirigeons-nous maintenant vers le Canada et prenons de la hauteur pour avoir une vue aérienne. Tu vois ces deux énormes trous? Si tu ne savais pas qu'il s'agit de sites d'extraction de diamants, tu pourrais penser qu'une invasion extraterrestre s'est produite pendant que tu dormais. Cet endroit énorme se trouve sur l'île du lac de Gras, non loin du cercle polaire arctique. C'est une ville à part entière avec des bâtiments industriels et administratifs, une chaufferie, des logements pour les ouvriers et même une piste d'atterrissage. En 2018, le plus gros diamant d'Amérique du Nord a été trouvé ici. Il pesait 552 carats. En plus des diamants et du pétrole, les entrailles de la Terre recèlent beaucoup d'autres choses utiles. Le cuivre en est une. Filons en Utah pour admirer la mine géante de Bingham Canyon. Le cuivre y est exploité depuis plus d'un siècle. La largeur de cette carrière atteint 3,2 km et elle est profonde de 800 mètres. Imagine à quel point un vol en parapente serait époustouflant au-dessus de cette puissante structure. Mais le plus grand trésor de la planète est bien sûr l'eau douce. Et pour l'atteindre, on creuse aussi profond qu'il le faut. Le puits d'eau le plus profond du monde se trouve en Grande-Bretagne. Il a été creusé à la main au 19e siècle. Les gens ont continué à creuser tant qu'ils n'accédaient pas à l'eau et ils ont ainsi atteint une profondeur de près de 400 mètres. Quand l'eau a fini par jaillir du sous-sol, les ouvriers ont à peine réussi à s'échapper du puits. Beaucoup d'entre nous passons une grande partie de nos vies sous terre. En tout cas, tous ceux qui prennent le métro. La station de métro la plus profonde du monde se trouve à Kiev, en Ukraine. Il faut plus de 5 minutes pour que l'escalator te descende sur le quai. Après tout, il faut s'enfoncer de près de 105 mètres. Parfois, la nature décide de creuser quelque chose profondément par elle-même. La fosse des Mariannes est sans doute le point le plus profond de l'océan. Son plancher, appelé le Challenger Deep, se trouve à 11 km sous le niveau de la mer. La lumière du soleil n'y parvient jamais. La pression en bas est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. Si tu décides d'y plonger, tu devras dépenser 4 heures de ton temps et beaucoup d'argent pour acquérir tout l'équipement nécessaire. Les scientifiques y ont même trouvé des montagnes. D'ailleurs, si l'Everest était placé au fond de la fosse des Mariannes, son sommet ne dépasserait pas de la surface. Et pour finir, une petite énigme. Peut-on creuser dans l'eau? La réponse est oui, si elle est sous forme de glace. L'observatoire de Neurin en Antarctique l'a fait en creusant des trous de forage jusqu'à 2,4 km de profondeur en utilisant de l'eau chaude. Les filaments des détecteurs optiques y passent et capturent des particules élémentaires, les neurines. En fait, il s'agit d'un télescope qui n'est pas dirigé vers le haut, mais vers le bas dans la glace. Mais cela est une toute autre histoire. Oh non!
Ah, ah. Ah, ah, ah. Arrête de crier. Hein? Tu sais parler? Non, 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 non. Ah. Ah. N'essaye pas de t'enfuir. Ah, ah. Waouh. Ok, j'ai compris. Oh là là, pas la peine de serrer les poings. C'est sauvage. Je ne peux même pas manger en paix. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Lyngby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là.
Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son ami, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des 10 dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace, mais elles resteront bel et bien en vie. Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique. Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel. Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transporte l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Les scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jean Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille. Mais personne n'en est sûr. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende.
Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomène mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone.
Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde, et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le Nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai Nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le nord pour atteindre la terre ferme. Puis tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème, puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région, et la raison en est... l'eau. L'océan, la nature, appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Nous commencerons notre voyage par l'un des villages disparus les plus célèbres et les plus effrayants au monde. Il se trouve en Inde, dans le district de Jaisalmer, au Rajasthan. Il porte le nom de Kuldara. Contrairement à d'autres lieux abandonnés, celui-ci est plutôt difficile d'accès, car les habitants ne voudront pas t'y emmener. Les gens ont peur de cet endroit et l'évitent à tout prix. Tu peux prendre un taxi qui te déposera non loin. Le chauffeur te dira où aller ensuite. Tu ne trouveras aucune trace de civilisation dans les environs. Le village est situé dans une zone désertique chaude, mais au moment de t'en approcher, tu auras froid dans le dos. À cause de la chaleur, tu ne trouveras aucune végétation. Il n'y a que des ruines et les routes sont couvertes de sable. C'est un peu comme marcher au milieu d'une ville antique encore à demi enfouie. Pourtant, Kuldara n'est pas si ancien. Il n'a disparu qu'en 1825. Avant cette date, c'était un village prospère. Composé de nombreux petits groupements communautaires, il formait presque une petite ville. Ses habitants y pratiquaient l'agriculture. En outre, ils exploitaient des carrières de gypse et extrayaient de précieux minerais. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Pour une raison qu'on ignore, les villageois ont abandonné leurs maisons et se sont enfuis. Personne n'a jamais su pourquoi, et ils ne sont jamais revenus. Les habitants des régions limitrophes sont persuadés que l'endroit est maudit, et ils ne s'en approchent jamais. Ils croient que les puissances de l'au-delà y ont élu domicile. Parmi ceux qui s'y risquent, certains tombent malades, d'autres prétendent avoir vu des fantômes, d'autres encore disent avoir été saisis d'une peur irrationnelle. Mais des touristes s'y rendent régulièrement. Selon la version la plus simple et la moins effrayante, les gens auraient quitté le village en raison de la sécheresse. Mais c'est un peu étrange. Si l'eau avait manqué, les habitants auraient tranquillement migré au lieu de s'enfuir à la hâte. La seconde version tient davantage du mythe. Une légende raconte qu'un souverain cruel collectait de lourds impôts dans cette communauté. Il serait tombé amoureux de la fille du chef de Kuldara et l'aurait menacé d'augmenter encore cette taxe si elle refusait de l'épouser.
Elle n'avait qu'un seul jour pour lui donner sa réponse. Personne parmi les résidents ne souhaitait qu'elle cède à ce chantage. Par solidarité, ils auraient donc décidé de quitter le village. Ceux qui ne croient pas à cette légende peuvent aller y passer une nuit. Il y a de fortes chances qu'ils entendent quelqu'un crier, aller et venir et même frôler leur tente. Non, je plaisante. Le village suivant se trouve aux États-Unis, en Pennsylvanie plus précisément. Pour être exact, il ne s'agit même pas d'un village, mais d'un district du nom de Centralia. La vie est totalement absente de cet endroit. Arbres brûlés, herbes desséchées, bâtiments vides. Presque toutes les routes y sont crevassées. On les a recouvertes de gravier afin de limiter les immenses remontées de fumée qui s'échappent en permanence du sol. Ce lieu abandonné brûle depuis plus de 50 ans. Il te rappellera peut-être quelque chose. Les auteurs de Silent Hill s'en sont inspirés lors de la création de leur célèbre jeu d'horreur. Centralia était une cité minière pleine de boutiques, de cafés, de bibliothèques et de résidents heureux. On y extrayait de l'anthracite dans ces mines, et l'une des galeries souterraines servait de décharge à la population. Et puis, en 1962, selon la version la plus répandue, on décida de se débarrasser des ordures en les incinérant. Mais le projet échoua. Dès que le feu fut allumé, il se répandit dans toute la mine. Très vite, on dut arrêter son exploitation en raison de l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans les galeries. Les résidents ne réussirent pas à éteindre le feu et il se propagea sous terre d'un bout à l'autre du district. Les routes commencèrent à chauffer, le sol devint toxique. Une épaisse fumée envahissait lentement les rues et on fut forcé d'évacuer la population. En 1992, Centralia fut définitivement abandonnée. La ville a un air sinistre et certains pensent que ce n'est pas seulement à cause de l'incendie. Ils affirment que tout le monde n'a pas réussi à s'en aller à temps et que des fantômes se promènent encore dans les rues brûlantes dans l'attente que ces flammes éternelles soient enfin éteintes. Imagine à présent un village prospère et magnifique où les gens cultivent des terres fertiles et produisent le pain le plus délicieux au monde. Et un jour, pouf, tout disparaît, ne laissant que d'étranges traces sur le sol et quelques briques ici et là, vestiges des magnifiques bâtiments, moulins et chapelles d'une époque révolue. Les champs immenses ont été abandonnés et personne ne sait pourquoi. Bienvenue dans le village anglais de Gainthorpe, dans le Lincolnshire, ou plutôt ce qu'il en reste. D'en haut, tu apercevras des remparts de terre délimitant de grands prés d'herbe, des routes à peine visibles, de sombres vallons et les rares murs défoncés des anciennes maisons et des granges effondrées. Tu pourrais même, en visitant le coin, ne pas t'apercevoir que se dressait autrefois ici un village. Il n'en reste qu'un champ d'un vert peu commun, mais au XVIIe siècle, la vie y était florissante. Nous allons tenter de résoudre ce mystère. On mentionne pour la première fois cet endroit en 1086. Je n'étais pas encore né à l'époque. En ce temps-là, le village était prospère. On y trouvait environ 19 champs cultivables, une chapelle, un moulin, un pont, ainsi qu'un manoir, résidence des seigneurs locaux. Au total, il y avait environ 25 bâtiments. D'après des archives datant du XVIe siècle, la population exploita même des carrières à un moment de son histoire. Ce qui signifie que ce lieu non seulement était florissant, mais qu'il savait aussi évoluer avec le temps. Puis en 1616, le village fut complètement abandonné. Les scientifiques cherchent toujours à démêler ce mystère. Certains pensent qu'il s'y serait produit quelque chose de terrible et peut-être même de surnaturel. Mais selon l'une des principales hypothèses, la peste aurait tout simplement sévi dans la région. D'après une autre version, Gainthorpe ne parvint pas à suivre les progrès de la modernité naissante. Au XVIIe siècle, une transition eut lieu. La vie urbaine commença à remplacer l'ancienne vie rurale. L'industrialisation avait commencé. La jeunesse quitta le village, partant à la recherche d'une vie meilleure. On dit aussi que des groupes de brigands et de voleurs s'installèrent dans le village. Ils firent de Gainthorpe leur bastion et finirent par tout piller. Pourquoi exactement, nous l'ignorons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en théorie, le village pourrait renaître. Des spécialistes pourraient le reconstruire à partir de ses ruines et recréer l'agriculture qui s'y pratiquait. Le plus difficile, cependant, est de trouver les fonds nécessaires. Ce petit village de l'île d'Achill, en Irlande, a connu un sort similaire. Une quarantaine de maisons simples, faites d'argile et de paille, bordaient la vallée baignée par la baie de Kim. C'était tout simplement un endroit fantastique où vivre. La côte, les montagnes, l'eau cristalline et un sol riche.
Le village fut fondé en 1838. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques monticules de terre et de petits pans de murs. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village, ou peut-être savent-ils quelque chose, mais ne veulent rien dire. On n'en trouve mention que dans les journaux d'écrivains voyageurs qui l'ont décrit comme un lieu d'une beauté paisible. De nombreuses localités existent encore autour de ce village, mais pourquoi celui-ci a-t-il disparu ? Un mystérieux phénomène serait-il la cause inexplicable de la disparition de communautés entières ? Une force mystique inconnue et redoutable. Mais s'il n'y a rien de fantastique dans tout cela, pourquoi les gens ne construisent-ils donc pas de nouvelles maisons sur cet ancien site ? Peut-être ont-ils peur de quelque chose ? Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont un jour décidé de résoudre ce mystère. Ils ont entrepris des fouilles dans le village à la recherche d'indices. Et ils ont découvert que quelque chose était arrivé à cet endroit au milieu du 19e siècle. Mais on ne sait pas exactement quoi. L'humanité a le regard tourné vers les étoiles, à la recherche de secrets cachés dans l'espace. Mais sous terre, dans le sol de notre propre planète, il y a des tas de choses fantastiques qui attendent d'être découvertes. Comment peut-on parler de fouilles sans mentionner l'Égypte ? En 2019, les archéologues ont mis au jour la tombe d'un haut fonctionnaire du sud de Saqqara qui a vécu il y a environ 4400 ans. Il s'appelait Kouhi, et les hiéroglyphes sur les murs de la tombe énumèrent ses nombreux titres, dont celui de seul ami du pharaon de l'époque. Cette découverte aurait pu être assez banale en Égypte, si ce n'était pour l'intérieur de la tombe. Les murs, le plafond et même certaines parties du sol étaient couverts de hiéroglyphes, d'images et de motifs complexes. Mais ce qui a le plus surpris les scientifiques, c'est la bonne conservation des couleurs de ces images. Malgré les fissures et les éclats sur les murs et le plafond, elles étaient encore brillantes et vives, comme si elles avaient été peintes récemment. En Israël, une ville entière a été découverte par des archéologues en 2019. Elle datait de 5000 ans, soit du début de l'âge de bronze, et abritait environ 6000 personnes. Des millions d'outils, des fragments de poterie et des récipients en pierre ont été trouvés sur le site. Selon les chercheurs, la ville était si vaste qu'elle pourrait être considérée comme le New York de son époque. Cette mégapole a été soigneusement conçue avec des dizaines de rues, de ruelles, de zones publiques et résidentielles. Les archéologues affirment que les citoyens vivaient et commerçaient non seulement avec différentes régions, mais aussi avec diverses cultures et royaumes. Bar Hill est une colonie datant de l'âge du fer dans l'est de l'Angleterre, et des archéologues sont tombés par hasard sur quelque chose de très insolite. Alors qu'ils exploraient la zone, ils ont regardé dans une fosse en particulier et y ont trouvé des milliers d'os de grenouilles. Des calculs ultérieurs ont montré que ces plus de 8000 os appartenaient à des grenouilles et des crapauds. Il n'y avait aucun signe de dommage extérieur. Les os gisaient sous forme de tas et de colonnes. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui a pu attirer autant de grenouilles et de crapauds en un seul endroit. On sait que les habitants de l'époque mangeaient des grenouilles, et qu'ils ont donc pu les amener ici. Selon d'autres versions, les grenouilles seraient venues en raison des grandes quantités d'insectes qui se nourrissaient des cultures. Ou bien, elles auraient été à la recherche d'un plan d'eau et se seraient retrouvées piégées dans le fossé. Pour l'instant, le mystère des grenouilles reste entier. Moins mystérieuse qu'amusante, une insulte vieille de près de 1800 ans a été trouvée gravée dans la pierre, près du mur d'Adrien en Angleterre. Un ancien fort romain situé juste au sud du mur contenait de nombreuses tablettes écrites. Mais celle-ci était particulièrement curieuse en raison de son contenu. La pierre mentionne un certain Secundinus et dit des choses assez désagréables à son sujet. En fait, il s'agit de l'un des plus anciens graffitis sur pierre jamais découverts, qui indique que les Romains avaient bel et bien des querelles entre eux. Un éleveur du Wyoming, situé à proximité de la ville de Newcastle, vaquait à ses occupations lorsqu'il est soudain tombé sur un os bizarre qui dépassait du sol. En le déterrant soigneusement, il s'est rendu compte que l'os appartenait à une énorme créature. Elle était plus grande qu'un ours. Mais malgré cela, il n'y avait pas d'ours dans la région. Le fermier a appelé des scientifiques pour comprendre de quoi il s'agissait. Lorsqu'ils ont fouillé les pièces, ils ont découvert 3 squelettes de dinosaures. De Triceratops, pour être précis. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte pour 2 raisons. D'abord, les squelettes étaient étonnamment complets,
Il y avait des os de leurs membres, des parties de crâne, de leurs pieds et des bouts de queue. Deuxièmement, on considérait les Triceratops comme une espèce solitaire, car tous les squelettes découverts jusque-là avaient été retrouvés seuls. Dans ce cas précis, ils étaient 3. L'un semblait être jeune, tandis que les 2 autres étaient probablement ses parents. À en juger par les marques de dents sur les os du plus grand des 3, un T-Rex aurait attaqué la famille. Et ils n'ont pas pu échapper à l'énorme prédateur. Les catacombes de Paris n'ont pas encore été entièrement cartographiées, et des choses étranges continuent d'y être découvertes. L'une d'entre elles a été trouvée en août 2004. La police locale effectuait un exercice d'entraînement de routine dans les cavernes situées à proximité de la Tour Eiffel, lorsqu'elle est tombée par hasard sur une grande grotte transformée en salle de cinéma entièrement équipée. La salle disposait d'une arène où les spectateurs s'asseyaient, d'un écran grandeur nature, d'un projecteur et de nombreux films à regarder. Il est intéressant de noter qu'ils étaient tous assez ordinaires, avec des films noirs des années 50 et des films plus récents. Il y avait également une deuxième caverne, plus petite, à côté de la première, qui était utilisée comme restaurant. Quelqu'un avait installé un système électrique et au moins 3 lignes téléphoniques dans ce cinéma souterrain. Mais le plus inquiétant s'est produit lorsque les agents sont retournés sur le site 3 jours plus tard, pour approfondir l'enquête. Ils ont découvert que tous les câbles électriques et toutes les lignes téléphoniques avaient été coupés, et qu'une mystérieuse note manuscrite gisait au sol qui disait « N'essayez pas de nous retrouver ». Personne ne sait encore qui a construit ce cinéma souterrain, ni pourquoi. En 1948, un premier rapport fait état d'un curieux mur de 150 km de long construit en Jordanie. On ne sait pas encore qui l'aurait construit, ni quand, ni pourquoi. Son but n'était pas de servir de défense, il était trop bas et trop peu épais pour pouvoir protéger quoi que ce soit de quiconque. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des ruines, bien sûr, mais à l'époque, il était encore tout neuf. Il mesurait environ 1 mètre de haut et 1 demi-mètre d'épaisseur. La théorie la plus populaire veut que cet étrange mur aurait pu servir de limite aux terres agricoles. Les chercheurs ont trouvé des traces d'anciennes terres agraires à l'ouest du mur. Cette frontière aurait pu protéger des chèvres affamées venues de l'Est avec des tribus nomades. Pendant que nous sommes en Jordanie, il y a un autre mystère ici. Des cercles de pierre qui datent de 2000 ans. Ils sont assez grands, avec un diamètre d'environ 400 mètres ou plus. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 11 de ces grands cercles. Oui, c'est leur nom officiel. Pourtant, ils ne font que quelques mètres de haut, ce qui les rend tout aussi mystérieux. À l'origine, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'immenses enclos pour les animaux. Mais il n'y a aucune ouverture entre les pierres qui composent les cercles pour laisser entrer ou sortir les gens ou le bétail. Actuellement, personne ne sait qui a construit ces structures anciennes, ni pourquoi. Les archéologues de Glasgow ont déterré une dalle de pierre vieille de 5000 ans en 2016, avant de l'enterrer à nouveau. La dalle est connue sous le nom de pierre de Cocknow et les habitants de la région la connaissent depuis le 19e siècle. La pierre est grande et plate, mesure 13 mètres sur 8 et possède des décorations en forme de spirale qui ont été découvertes sur de nombreux autres sites préhistoriques à travers le monde. La pierre a été entièrement déterrée pour la première fois en 1887, mais au cours des décennies suivantes, elle a été recouverte de graffitis par des inconnus. Pour éviter de nouveaux dégâts, un groupe d'archéologues l'a de nouveau enterrée en 1965. Puis en 2016, un autre groupe de chercheurs a de nouveau déterré la pierre de Cocknow, afin de répertorier l'œuvre d'art à l'aide de techniques modernes de photographie et d'analyse. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie maison là qui vient d'apparaître sur le rivage? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador. On y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarquée jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura. À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments.
Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin, car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine. Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au 2e étage. Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du 2e étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit ? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. Après un moment passé sous le soleil brûlant, tu rêveras peut-être de boules de neige rejetées sur le rivage. Tu sais, pour que la température baisse un peu. Je ne plaisante pas. Cet étrange phénomène naturel s'est bel et bien produit en 2016. Une étendue d'environ 18 km le long de la côte du golfe de l'Ob, en Sibérie occidentale, a été recouverte par d'énormes boules de neige. À cause des basses températures, des petits morceaux de glace ont commencé à se former dans l'eau. Ensuite, le vent et les vagues les ont roulés et transformés en de gigantesques boules de neige. Certaines d'entre elles faisaient la taille de balles de tennis, mais d'autres faisaient jusqu'à 1 mètre de large. En 2012, une moto Harley-Davidson Night Train de 2004 est arrivée sur le rivage d'une plage de Colombie-Britannique. Elle avait été soigneusement placée à l'intérieur d'un conteneur de transport. Cela a pris du temps, mais on a fini par retrouver son propriétaire. Il s'appelait Ikuo Yokoyama. Et il avait perdu sa moto après le tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Pour arriver à sa destination finale, cette Harley-Davidson a parcouru plus de 6500 km. Pour célébrer son voyage et son arrivée, Yokoyama a fait don de la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee. Elle y est exposée depuis, des fois que tu voudrais la voir. Ce phénomène étrange te donnera l'impression que quelqu'un a renversé du liquide vaisselle sur la plage. Mais cela arrive souvent dans le Queensland. L'écume de mer y recouvre complètement le rivage plusieurs fois par an. Cela se produit surtout après une tempête, lorsque les vagues de l'océan déplacent la matière organique dissoute dans l'eau. En gros, c'est comme une machine à glace géante. Après le cyclone Debbie en mars 2017, certaines plages ont dû être fermées en raison des énormes quantités d'écume blanche. Le vent a même emporté une partie de cette écume dans les villes voisines, faisant croire aux habitants qu'il neigeait. Serais-tu surpris de voir un dé en métal rouillé de 2 mètres sur 2 échouer sur la plage de ton patelin ? Parce qu'en 2017, les habitants de Cœur d'Allen, dans l'Idaho, l'ont certainement été. Il s'avère qu'il s'agissait d'un vieux réservoir de stockage. Quelqu'un avait décidé de l'embellir un peu en ajoutant des taches blanches pour le faire ressembler à un dé. En 1992, des milliers de canards en caoutchouc ont été échoués en mer après que le grand porte-conteneur qui les transportait ait été frappé par une vague. Comme tu peux l'imaginer, les canards ont commencé à apparaître dans le monde entier, à Hawaï, en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie, en Europe et même dans l'Arctique. On estime que quelques centaines de ces canards en caoutchouc malchanceux errent encore dans les océans. Fait intéressant, ils se sont révélés très utiles pour les scientifiques. En se basant sur leurs mouvements, les chercheurs ont pu suivre les directions des courants marins. Si tu aimes les dinosaures, tu seras heureux d'apprendre que les océans peuvent aussi rejeter des fossiles sur la terre ferme. En 2018, une grande mâchoire de dinosaure est apparue à Lilstock Beach dans le Somerset en Angleterre. Elle appartenait à un dinosaure appelé Ichthyosaurus. Grâce à cela, les scientifiques ont pu faire une découverte impressionnante.
Avant, ils pensaient que l'Ichthyosaurus pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 21 mètres. Mais après avoir étudié cette mâchoire, ils ont dû recalculer la taille de la créature. Et ils ont conclu que l'Ichthyosaurus pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs de l'histoire de notre planète. Il vivait presque partout sur le globe, sauf près des pôles. Comment le savons-nous ? Parce que des dents de mégalodon apparaissent encore aujourd'hui de temps en temps sur les plages. L'une de ces dents stupéfiantes, qui mesurait bien plus de 50 cm, a été découverte dans une rivière en Croatie. Comme ces créatures ont disparu depuis environ 3 millions d'années, leurs dents sont très prisées par les collectionneurs de fossiles. Un bonhomme Lego géant échoué sur un rivage, je n'aurais jamais cru entendre parler d'une telle chose. Pourtant, il s'avère que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 4 de ces bonhommes Lego géants au total, chacun mesurant environ 2,40 m. L'un d'eux a été trouvé en Angleterre et un autre aux Pays-Bas, tandis que les 2 autres sont apparus en Floride et en Californie. Il ne s'agissait sûrement pas d'une coïncidence, et après quelques recherches, les gens ont découvert qu'un artiste néerlandais était derrière tout cela. Il s'agissait de l'œuvre d'un certain Ego Leonard. Un court-métrage a même été réalisé sur le sujet. Il porte le titre de No Real Than You Are. Cette phrase était écrite sur chacun des 4 bonhommes Lego envoyés en mer. Il faisait nuit noire et nous étions allés nous promener. Soudain, une vive lumière blanche est apparue sur les rails. Elle s'est rapprochée de plus en plus, puis atteignant les bois, elle a fini par s'éteindre au loin. Cette histoire que des centaines de témoins ont racontée a l'air tout à fait ordinaire jusqu'à ce que tu découvres que cette voie ferrée a été condamnée il y a très longtemps. Cela fait des années que le train, qui aurait pu être la source de cette lumière, ne roule plus. Ce mystérieux train fantôme est devenu la principale attraction de Saint-Louis, un village situé dans la province canadienne de Saskatchewan. Près de 400 personnes y vivent et des centaines d'autres s'y rendent chaque année dans l'espoir de voir la célèbre lumière. On en a parlé dans des livres, sur Internet et dans des émissions consacrées aux mystères non résolus. Pendant des décennies, personne n'a pu expliquer ce dont il s'agissait exactement. Certaines personnes ont parlé d'une lumière blanche, d'autres ont affirmé avoir vu une lumière rouge. Selon une légende, cette lumière rouge serait celle d'une lanterne portée par le fantôme d'un conducteur de train qui aurait perdu la vie un soir en examinant les rails. Des scientifiques essayèrent de réfuter ces 2 histoires de fantômes en vain. Alors, 2 élèves d'un lycée du nord de Saskatchewan décidèrent de se lancer dans une aventure. Elles aperçurent le train lors d'un voyage à Saint-Louis. L'une des filles affirma qu'il s'agissait de phares de voiture, mais elle avait besoin d'enquêter pour en avoir la preuve. Avec son amie, elle décida de résoudre le mystère et d'en faire un projet d'expo-science. Elles firent plusieurs voyages à Saint-Louis pour des recherches. Nos 2 jeunes chasseuses de fantômes s'équipèrent d'une carte, d'une boussole et d'un système GPS, chose qui était encore assez rare en 2001. Les filles trouvèrent l'endroit où la lumière fantôme était la mieux visible. Ensuite, elles tracèrent une ligne droite sur la carte pour marquer sa provenance et relevèrent toutes les routes voisines. Le père d'une des filles accepta de les aider. Il gara sa voiture à différents endroits, près des voies, et fit clignoter ses phares. Mais nos 2 enquêtrices n'arrivaient pas à les voir, car à chaque fois, le dénivelé les en empêchait. Finalement, elles trouvèrent un court tronçon d'autoroute en haut d'une colline. Pendant 20 minutes, le père alluma et éteignit ses phares. Et à chaque fois que la lumière apparaissait, les filles pouvaient distinguer le train fantôme. Quand il pointait ses phares dans la direction opposée, elles apercevaient également la mystérieuse lumière rouge. L'endroit se trouvait assez loin de la voie ferrée. Il était visible grâce à la diffraction. La lumière passait par une petite ouverture, peut-être entre les arbres, et s'élargissait. Ces 2 brillantes élèves reçurent la médaille d'or pour leur projet d'expo-science. 10 ans plus tard, quelque chose de similaire se produisit à Hanson, au Texas. Chaque nuit, les habitants voyaient un mystérieux point de lumière à un endroit précis de l'autoroute. On parla alors de la lumière d'Hanson. On croyait qu'il s'agissait d'une mère qui cherchait son fils avec une lanterne. Il avait disparu dans une tempête de neige il y a très longtemps. Sa mère était partie à sa recherche et n'était jamais revenue. Quelques étudiants, ne croyant pas à cette belle histoire, décidèrent de rechercher la source de la lumière avec leurs iPhones. Ils utilisèrent Google Maps et suivirent un sentier jusqu'à une autoroute qu'ils pensaient être à l'origine du mystère. À mi-chemin, ils purent déjà s'assurer que la lumière provenait des voitures et non pas d'une femme munie d'une lanterne. Il est facile d'être un chasseur de fantômes dehors avec des amis, mais que ferais-tu si tu avais un fantôme chez toi ? C'est ce qui est arrivé à une famille qui a emménagé dans une vieille maison en 1921. La maison était immense, équipée de lampes à gaz, sans électricité et comportait de nombreux couloirs, exactement comme une maison hantée dans un film. Un matin, la maîtresse de maison, Madame H, entendit des pas
au-dessus de sa tête, alors qu'elle était seule chez elle. Elle monta rapidement à l'étage et trouva une pièce vide. Elle vérifia toutes les salles et jeta également un œil à l'étage supérieur. Il n'y avait personne. Puis elle commença à entendre des bruits étranges quand elle était au lit la nuit. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles et de la porcelaine et soupirait dans le silence de la maison. Le fantôme qui troublait ces lieux devenait de plus en plus courageux. Il suivait ses habitants dans les couloirs. Ils avaient souvent l'impression qu'il était sur le point de s'approcher d'eux et de se montrer. Un jour, un des enfants de Madame H courut jusqu'à sa chambre et lui demanda pourquoi elle l'appelait. Elle lui répondit que c'était sûrement le vent qu'il avait entendu. Mais l'enfant était persuadé d'avoir entendu une voix. Les plantes ne vivaient pas longtemps dans cette maison. Une nuit, une chose effrayante arriva. Madame H se réveilla et vit distinctement un homme et une femme qui se tenaient dans sa chambre. Elle devait mettre un terme à tout ça et demanda de l'aide à son beau-frère. Il fit des recherches et suggéra qu'il pouvait s'agir d'une fuite de monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore avait provoqué des visions similaires chez d'autres personnes. Lorsqu'ils examinèrent les conduites, ils découvrirent que le gaz en sortant de la chaudière se propageait dans la maison au lieu d'être évacué par la cheminée. Et il provoquait des maux de tête, des hallucinations, des vertiges et d'autres symptômes désagréables. Certains fantômes laissent des empreintes digitales derrière eux. C'est en tout cas ce que dit la légende de San Antonio. D'après celle-ci, en 1938, un bus scolaire se retrouva bloqué sur une voie ferrée pendant une tempête de neige. Quand les employés du train aperçurent le bus, ils essayèrent de s'arrêter, mais il fut impossible d'éviter la collision. Aucun des passagers du bus ne survécut à l'accident. Et depuis, leur fantôme veille à ce que d'autres personnes ne subissent pas le même sort. Depuis, des centaines de personnes se sont rendues sur place pour jouer avec le destin. Elles arrêtent leur voiture sur la célèbre voie et attendent que les fantômes se portent à leur secours. Certaines mettent du talc sur leur voiture pour que les empreintes des morts soient visibles. Et en effet, celles-ci apparaissent quelques instants plus tard. Il s'avère que ce mystère possède lui aussi une explication logique. La voie est légèrement inclinée, et quand les voitures bougent un peu, la lumière révèle les empreintes qui étaient déjà sur les voitures. Et puis l'histoire qui a inspiré la légende ne s'est même pas produite à San Antonio, mais à Salt Lake City, dans l'Utah. L'université de Coventry en Angleterre était elle aussi la scène d'un phénomène inexpliqué. Tous ceux qui visitaient ces caves du XIVe siècle en ressortaient effrayés. Ils disaient avoir vu le fantôme d'une femme. Un professeur de l'université, également chasseur de fantômes à ses heures perdues, décida de percer le mystère. Un jour qu'il travaillait dans son laboratoire, il sentit une présence. Prenant son courage à deux mains, il descendit au sous-sol et découvrit que toute cette folie provenait de ce qu'il appela la fréquence de la peur. Les niveaux de fréquence sonore dans la cave étaient si élevés qu'ils provoquaient des illusions d'optique, de l'anxiété et causaient des frissons dans la colonne vertébrale. Un effet similaire te fait entendre le bourdonnement d'un verre quand tu fais courir un doigt humide dessus. Le petit village de Kalachi, au Kazakhstan, a été la scène d'une mystérieuse épidémie de sommeil. C'est en 2013 que les premiers villageois ont été victimes de ce trouble. Ils faisaient leurs activités régulières de tous les jours, roulaient à vélo, se rendaient au travail ou bavardaient avec leurs amis, quand soudain ils s'endormaient. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Troubles de l'élocution, étourdissement, et hop, certains ne se réveillaient qu'après 6 jours de ronflements intenses. Ils ne se souvenaient plus de ce qui leur était arrivé et ressentaient une grande fatigue et des maux de tête. Cette maladie, tel un syndrome de la Belle au bois dormant, touchait des gens de tout âge, y compris des enfants et même un chat nommé Marquis. Son propriétaire déclara que le chat s'était mis à attaquer les murs, les meubles et même le chien de la famille. Ensuite, il s'était assoupi et avait ronflé comme un humain pendant des heures. En 3 ans, plus de 150 personnes furent victimes de cette étrange maladie. Les médecins et les spécialistes du sommeil se démenèrent pour trouver une solution. Certaines personnes mirent en cause les radiations des mines d'uranium voisines. Les médecins du pays se rendirent dans plus de 7000 maisons, mais affirmèrent que les niveaux n'étaient pas assez élevés pour être la cause du mal. Ils contrôlèrent aussi les réserves d'eau à la recherche de métaux lourds et de bactéries, mais ils ne trouvèrent là non plus rien d'anormal. Enfin, l'ancien directeur de la mine d'uranium suggéra que du gaz s'échappait peut-être des sols de la région. Les scientifiques examinèrent cette théorie et découvrirent qu'elle était correcte. Un gaz dangereux circulait dans l'air et manquant d'oxygène, les gens s'endormaient. Les familles partirent les unes après les autres de cette zone et l'épidémie prit fin aussitôt. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs,
Mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidscalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Lidscalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'hôtel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi.